La myasthénie est une pathologie auto-immune acquise qui est liée à un déficit, à une atteinte de la jonction neuromusculaire, une pathologie rare qui se manifeste cliniquement par un déficit moteur, lequel déficit moteur apparaît et s'exacerbe à l'effort avec une nette régression au repos. En physiopathologie, nous rappelons que la transmission neuromusculaire se fait grâce à la libération de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur chimique. Au cours de la pathologie myasthénique, il se passe une diminution des récepteurs de l'acétylcholine au niveau de la membrane postsynaptique. On décrit dans 80% des pathologies myasthéniques une augmentation des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine qui est responsable d'une augmentation de la liaison anticorps récepteur de l'acétylcholine, entraînant ainsi donc une diminution de récepteurs au niveau de la membrane postsynaptique. Nous allons parler maintenant des différentes manifestations de cette pathologie. Qu'est-ce qui se passe? Comme symptomatologie, il s'agira essentiellement d'une fatigabilité musculaire à l'effort que présentera le patient souffrant de la myasthénie, avec une topographie qui est préférentielle. Cette fatigabilité musculaire touchera trois grands groupes de muscles. Les muscles oculaires extrinsèques, alors que les muscles oculaires intrinsèques sont toujours sauvegardés et épargnés. Alors cette manifestation va se faire par une diplopie, donc une vision double des objets, et ensuite un ptosis, donc une chute des paupières, laquelle sera soit unilatérale, soit bilatérale asymétrique. C'est là la manifestation ou une illustration de ce qui se passe. Donc, un ptosis qui sera unilatéral ou bien bilatéral asymétrique. Le deuxième groupe, ce sont les muscles laryngaux, pharyngés et faciales. Cette manifestation va se faire par un trouble de la phonation, une voix qui sera nasonnée, une illustration, une voix nasonnée qui sera incompréhensible. On aura également une difficulté à la déglutition ou une douleur à la déglutition, la dysphagie, et aussi un trouble à la mastication, un trouble de la mastication autant pour moi, qui va se compliquer dans certaines situations de fausse route. Et le troisième groupe musculaire atteint, ce sont les muscles axiaux ou périphériques. L'atteinte musculaire périphérique a une prédominance musculaire cervicale qui se traduit cliniquement par une chute de la tête vers l'avant. Voilà une illustration, donc une chute de la tête vers l'avant que présentera le patient à la consultation ou en milieu hospitalier lors de sa prise en charge. Et par rapport à l'atteinte musculaire périphérique, il s'agira d'une atteinte préférentielle proximale des membres pelviens avec une marche dandinante. Or, il faut noter au cours de l'examen clinique que celui-ci sera en général très pauvre. Et au cours de cette examination, de cet examen clinique, on fera preuve ou on utilisera l'épreuve de Mary Walker qui consiste à poser un garrot à l'aide très souvent d'un tensiomètre qu'on gonflera, dont le brassard sera gonflé à 20 mm de mercure au-dessus de la systole, donc de la tension systolique. Et pendant ce temps, on demandera au patient de faire quoi? Pendant que le brassard est gonflé, on demandera au patient d'effectuer des contractions du poignet à répétition. Et après ces manœuvres, on dégonflera le brassard. Et au cours du dégonflement du brassard, il se produira un ptosis ou une diplopie que le patient
présentera. On réalisera également le test au glaçon. Le test au glaçon consiste à plaquer du glaçon au travers d'une compresse contre la paupière qui a chuté, donc le côté oculaire en ptosis. Donc on plaque le glaçon contre la paupière pendant 4 minutes. Et lorsqu'on fait un retrait du glaçon, ou on dégage le glaçon de la paupière, on note une disparition transitoire du ptosis. Au décours de cet examen, il faudra noter également que l'examen neurologique sera normal dans sa globalité, avec des réflexes ostéotendineux présents et normaux, avec une absence des signes sensitifs ou des déficits plutôt sensitifs et sphinctériens, et très rarement on notera une amyotrophie, sauf à un stade très évolué. Au décours de cet examen clinique, on effectuera des tests pharmaceutiques d'une part, et puis d'autre part des examens complémentaires tels qu'un électromyogramme qui notera un bloc neuromusculaire, bien que ce bloc neuromusculaire ne soit pas ce bloc neuromusculaire qui permet en fait d'étayer le diagnostic de la myasthénie. En résumé, nous dirons que la myasthénie est une pathologie qui, bien qu'étant rare, devrait être bien assimilée par le professionnel médical pour pouvoir assurer une meilleure prise en charge des patients qui présentent ce déficit auto-immun neuromusculaire. Merci.